Jacques Osler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors nous nous retrouvons en ce début d'année 2014 et nous continuons donc à découvrir un petit peu les modes de fonctionnement de l'Union européenne. Et ce soir dans votre chronique Parlons d'Europe, nous allons regarder d'un petit peu plus près la Commission européenne et ses modes de fonctionnement. La Commission européenne fait partie du triangle institutionnel. Je vous rappelle que les trois mousquetaires étaient 4. Et dans ce triangle, c'est la pierre angulaire et originale de la méthode communautaire. La durée du mandat de la Commission européenne depuis Maastricht en 1992 est de 5 ans. Elle est identique à celle du Parlement européen, mais légèrement décalée pour permettre l'élection de la nouvelle Commission sur proposition du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement, par le nouveau Parlement européen après ces élections. Et ce, après présentation du programme de législature par le président de la Commission européenne. Et ceci va constituer l'actualité de 2014, puisque cette procédure suivra les élections européennes de mai, avec en plus le rodage d'une innovation en comparaison avec les élections de 2009. Mais on le verra plus tard. Parlons-en des missions de cette Commission européenne. Quelles sont-elles ? Eh bien, Delors disait que c'était de concevoir et de promouvoir chaque jour au quotidien le bien commun européen. Dans le domaine législatif et réglementaire, la Commission peut proposer, mais pas décider. Elle peut proposer des directives qui ensuite doivent être transposées dans le droit national par les parlements nationaux. Dans les compétences exclusives de l'Union, c'est-à-dire l'union douanière, les règles de concurrence, la politique monétaire de la zone euro, les ressources biologiques de la mer, la politique commerciale commune, eh bien la Commission européenne dispose du monopole de l'initiative des directives. Dans les autres domaines de compétences, la politique étrangère et de sécurité commune, justice et police, celle-ci, cette initiative est partagée avec le Conseil des ministres et le Parlement européen. Autrement dit, ce sont les piliers 2 et 3 du traité de Maastricht, la défense et la police, alors que le pilier numéro 1, c'est le communautaire. Rappelons que les États conservent la compétence de la compétence, c'est-à-dire ce sont les États qui délèguent des pouvoirs à l'Union européenne. Et il faut ici dénoncer l'hypocrisie de trop d'hommes politiques nationaux. Parlant d'hommes, je n'absous pas les femmes, bien sûr, qui critiquent les décisions de la Commission européenne, alors que ce sont eux qui ont décidé, à tout le moins qui ont délégué des pouvoirs à la Commission. Ils revendiquent les succès et se défaussent de ce qui est impopulaire. Jacques Osler, on peut se demander comment est composée cette Commission européenne. Vous avez bien sûr la réponse et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Elle est composée de 28 commissaires, c'est-à-dire un commissaire par État membre. Parmi les 28, il y a bien sûr le président et aussi le vice-président de la Commission qui est également haut représentant aux affaires étrangères et de sécurité. Les élargissements successifs ont conduit à une pléthore, ça fait trop de monde. Le traité de Nice, en 2000, avait prévu un plafonnement, mais l'application a été différée sine die à la demande de l'Irlande pour lui permettre de gagner son second référendum de ratification du traité de Lisbonne en 2009. Le déblocage éminemment souhaitable de cette situation ne pourra intervenir qu'à l'unanimité du Conseil européen, ce que l'Irlande ne permettra pas. D'où l'idée, émise par quelques-uns, de super-commissaires sur le modèle du haut représentant. Mais aujourd'hui, ce n'est encore qu'une idée. Alors on s'interroge aussi à savoir comment sont désignés ces commissaires dont vous venez de parler. C'est le Conseil européen qui, alors je cite le traité, tient compte des élections au Parlement européen, 2014, lorsqu'il propose au Parlement le candidat à la présidence de la Commission européenne. Dans un second vote, ensuite, le Parlement élit, toujours sur proposition du Conseil, l'ensemble de la Commission, l'ensemble des commissaires, après avoir auditionné chaque candidat commissaire. Alors l'innovation de 2014, et là c'est important, c'est que les partis politiques européens, pas nationaux, européens, ont décidé d'annoncer à leurs électeurs qui serait leur candidat au poste de président de la Commission. Les objectifs sont de mobiliser les électeurs. Rappelons-nous que 60% d'abstention en 2009. En clarifiant et en personnalisant les choix. C'est aussi d'accroître l'autorité du président, qui procéderait du suffrage universel, certes indirectement, mais universel quand même. De contraindre aussi la liberté de choix du Conseil et d'assurer plus d'influence du Parlement sur le président.
Van Rompuy et Jacques Delors, qui sont des références, sont réticents. Ils redoutent un conflit entre le Conseil européen et le Parlement européen. Et d'autre part, ils redoutent une désillusion des électeurs, car les pouvoirs du président de la Commission sont limités. Ce ne sont pas ceux d'un véritable chef de gouvernement. Voyez-vous, malgré ces risques, pour ma part, j'approuve cette procédure. Elle devrait assurer un meilleur leadership communautaire et une plus grande lisibilité pour le plus grand nombre. Et ce pourrait être l'esquisse d'un véritable espace public européen entre nous. Quel contraste entre la lassitude des Européens de l'intérieur et l'enthousiasme des Ukrainiens à l'extérieur. Jacques Oessler, parlons maintenant, si vous le voulez bien, du fonctionnement de cette Commission européenne. Pour assurer un fonctionnement collégial, c'est-à-dire un vote à la majorité, par une équipe composite, elle est composite sur le plan multinational, sur le plan multipartisan, parce que la couleur des commissaires dépend de la couleur dominante de chaque parti après chaque élection nationale. Pour mettre de l'ordre, le président bénéficie d'une prééminence. Il choisit son organisation, il attribue les portefeuilles et peut même maintenant démissionner les commissaires. Alors la commission se réunit tous les mercredis à Bruxelles et une fois par mois à Strasbourg. Concernant le législatif, dans le domaine communautaire, elle bénéficie du monopole de l'initiative, je l'ai dit, c'est-à-dire que Conseil des ministres et Parlement européen ne peuvent décider que sur les seules propositions et amendements de la Commission, ce qui, en fait, conduit à une forte et bénéfique concertation informelle ex ante, ce qui réduit les procédures d'adoption des directives. Et ça, c'est une bonne chose. Cette consultation s'étend à la société civile, notamment les lobbies, par le truchement des livres verts et blancs. On dit que le livre est vert quand il expose un problème et les intentions de solution. Il devient blanc lorsqu'on reprend les intentions enrichies des amendements acceptés. On parle donc de cette Commission européenne. Vous venez de nous en expliquer le mode de fonctionnement, dans les grandes lignes, bien évidemment. A-t-elle d'autres responsabilités, cette Commission européenne ? Elle en a d'autres et elles sont nombreuses. Les gardiennes des traités, par exemple. C'est l'organe d'exécution de l'Union. Mais attention, au travers des administrations nationales. Elle a un pouvoir normatif qui est influent dans le monde, puisque ce pouvoir est fondé sur le plus grand marché solvable du monde. Et vous savez qu'il y a en ce moment, et pour demain, des guerres, des normes, avec des enjeux économiques et financiers très importants. Et elle dirige les politiques communes, la politique agricole commune, celle du marché unique. Elle surveille les aides publiques. Et à ce titre, d'ailleurs, la Commission vient d'assigner la France devant la Cour de justice des communautés européennes pour des aides excessives à la SNCM. Elle gère le budget de l'Union européenne. Elle gère aussi les fonds européens structurels, le FEDER, le Fonds de développement des régions, ou bien le FSE, le Fonds social européen, qui permettra de financer les Roms d'ailleurs. La décision est toute récente. Elle négocie des accords commerciaux, mais sur mandat et sous contrôle étroit des États. En synthèse, elle a un rôle politique et d'expertise important sous le contrôle du Parlement, devant qui elle est responsable. Alors, par exemple, en 1999, la Commission Santer a démissionné pour échapper à une motion de censure. Finalement, Jacques Oessler, qu'est-ce qu'on peut penser de cette Commission européenne ? Eh bien, Jean-Louis, qu'elle joue un rôle central dans le fonctionnement de l'Union. Elle bénéficie de la permanence face à des intermittents. Là, je fais référence aux ministres qui font des visites éclairs à Bruxelles ou bien aux présidences tournantes des conseils des ministres. Grâce à 40 directions générales, coordonnées par un secrétariat général et à 25 000 fonctionnaires, elle est particulièrement efficace. Alors, est-ce que c'est trop 25 000 fonctionnaires ? 25 000 pour 500 millions d'habitants. Je rappelle que Paris bénéficie de 40 000 fonctionnaires et la RATP 45 000. Sa centralité est liée au volontarisme de son président, d'où l'importance de son choix. Alors certes, beaucoup ont la nostalgie de Jacques Delors, mais voyons quand même le bilan du prudent Barroso. Grand élargissement en 2004, en 2007 puis en 2013. Il a fallu surmonter aussi l'échec de la Constitution de 2005. Procéder aux difficiles ratifications du traité de Lisbonne, signé en 2007. Puis enfin, et surtout, faire face à la crise financière et économique et ses conséquences à partir de 2008. Outre cela,
il y a une extension des responsabilités par des traités hors Union européenne, comme c'est le cas pour le TSCG en 2012. Alors je rappelle, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, plus couramment appelé pacte budgétaire. Et on a dû recourir à un traité hors Union parce que la Grande-Bretagne et la République tchèque ne voulaient pas signer. Donc, il a fallu trouver une solution hors traité. Jacques Oessler, pour terminer cette première chronique sur l'Europe de cette année 2014, qui est une année électorale, vous l'avez répété plusieurs fois à l'occasion de votre intervention, quel est l'avenir de cette Commission européenne dont nous parlons ce soir ? La Commission n'est pas figée, son avenir est évolutif, il s'élargit sans cesse. Mais la Commission doit faire attention à conserver l'essence de sa méthode communautaire sans jamais se résigner à un déclassement en secrétariat technique du Conseil européen, ce que beaucoup de politiques aimeraient faire. Alors à court terme, il faut sortir d'une perception trop technocratique par les citoyens européens qui ne la connaissent pas assez, cette Commission. Et les prochaines européennes en sont l'occasion. À long terme, il faut évoluer vers un véritable gouvernement européen. Mais attention, dans des champs limités de compétences. Par exemple, et d'abord, la zone euro. Cependant, Jean-Louis, rappelons-nous ce que disait John Maynard Keynes. À long terme, nous serons tous morts. Merci Jacques, j'espère vous retrouver quand même dans 15 jours pour la suite, évidemment, de cette chronique Parlons d'Europe. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Vous vouliez également signaler que l'on peut réécouter toutes ces chroniques sur un site dédié. Oui, le site, c'est le suivant, c'est celui du Mouvement européen Lorraine. L'adresse mouvement-européen-lorraine.fr.